Bah oui, rebonjour alors du coup à tous. Merci d'être là. Il y a du monde, je sais pas. C'est un amphi de combien ici? C'est un peu 100? D'accord, donc il y a peut-être 90 personnes? Je sais pas, peu importe. On fera le compte après. Bah c'est cool, super. Moi je m'appelle Eric, pas Stan. Stan c'est lui. Et il va faire le talk dans une petite minute. On bosse chez Dashlane. Voilà, ah bah encore mieux. Euh, je vais vous parler en deux mots, en quelques mots de qui on est, si ça vous intéresse. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Ce sera peut-être plus simple. Dashlane déjà? Un, 2, 3, 4. Super. Ok. Ah, tu veux expliquer ce que c'est peut-être? Du coup, ça me prenait un peu de. Ok, cool. On a un password manager. Alors le pitch, il est super simple. Vous avez tous plein de comptes en ligne, du coup plein de mots de passe différents. D'ailleurs, souvent pas si différents, et c'est ça le problème d'un point de vue sécurité, vous le savez bien. Donc nous, on permet de les stocker, d'accord, de manière chiffrée, on les voit pas. Et évidemment, quand vous allez vous balader sur votre PC, votre Mac, votre iPhone, ce que vous voulez, et vous auriez besoin de vous loguer, et bien évidemment, Dashlane vous log automatiquement. Il y a la sync entre tous vos devices. Il y a des petites features en plus qui vous permettent de partager des mots de passe si vous le souhaitez. Toutes ces choses-là qui font que on permet d'avoir une meilleure gestion de son identité, d'être moins facilement hackable, on va dire. Et puis dans le petit pitch, on parle des paiements, c'est plus dans le sens où vous pouvez évidemment également stocker, si vous voulez, vos numéros de carte bleue en chiffré encore, évidemment, pour éviter soit de les stocker sur d'autres serveurs et faire l'autofill à chaque fois, ce qui nous permet d'aller un petit peu au-delà juste de la gestion des mots de passe. Voilà. On est une start-up française. Maintenant, le headquarter est à New York parce qu'on a levé des fonds pas mal depuis les US. Donc la R&D est à Paris et tout ce qui est produit. Et à New York, on a marketing, finance et la partie sales aussi parce on a lancé le produit pour les entreprises qui n'ont pas forcément des super bons comportements de mots de passe aussi et qui se disent que ce serait bien d'utiliser des solutions comme Dashlane et autres solutions d'authentification. Voilà, next slide. La stack, ça vous intéresse, vu qu'on est un peu sur toutes les plateformes, évidemment, desktop, donc effectivement Mac et PC, Windows, mobile, donc standard qui est dev, Android. Il y a un C++, et les gens se demandent pourquoi, c'est parce que le moteur d'analyse sémantique, en fait, il fait partie du code en fait sur la plateforme mobile. La web app, on a du React, les web services en Node, et ça vous reconnaissez, du Redshift, il y a MongoDB, enfin bref, vaut pas bien, et on est sur AWS. Ok. Et ça, c'est ce avec quoi on encrypte les données de nos users. On chiffre, pardon, autant pour moi. C'est en anglais que ça. Bref. Si vous avez des questions, venez me voir sur le produit, ce que vous voulez, à la fin du talk, il n'y a aucun problème, on n'est pas là pour parler forcément de Dashlane. Mais vu qu'on est sympa en plus de venir sur nos heures de boulot vous parler de Git, vous pouvez tout simplement utiliser ce petit code promo, ok, pour tester Dashlane. Pour ceux qui ont déjà un compte, on l'a activé de telle manière à ce que ça vous donne du 6 mois premium. C'est pas juste pour les new users, c'est vraiment cadeau. Voilà. C'est bon. Question peut-être ou pas? Non, c'est pas le sujet du jour. Ah, très bien, merci beaucoup. Mais on cherche trop de trucs. Reviens sur la stack. Ok, super. On cherche même des gens pour bosser avec Stan sur Android, pour ceux que ça intéresse. On cherche des stagiaires sur Mac, ça c'est intéressant. On a des bons développeurs Mac. Bosser sur Mac, c'est pas courant. Enfin, il n'y a pas des offres partout. Donc, si ça vous intéresse en stage ou en CDI, il n'y a pas de problème. Bref, on a un site web, évidemment. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On recrute beaucoup, vu qu'on grossit pas mal. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, voilà, vous allez sur Internet, vous venez me voir. Avec plaisir. Merci. Bonjour à tous. Moi, je vais moins parler de Dashlane, je vais plus parler de Git. Ça tombe bien que vous êtes là pour ça. Je mets Git in your life, c'est pas parce que je suis pas expert Git. Vous allez me poser des questions et vous êtes sûr que vous allez pouvoir me coller. Le but de cette présentation, c'est de vous montrer comment est-ce que quelqu'un comme moi qui travaille dans une entreprise depuis des années utilise Git tous les jours, l'utilise, quelles sont les astuces que j'ai appris par moi-même, que j'ai appris ailleurs, et pouvoir vous les transmettre et potentiellement répondre aux questions quand même après.
Pourquoi on utilise Git? Git, c'est un gestionnaire de versions. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser? Donc vous, je pense que vous êtes à peu près, vous savez tous pourquoi utiliser. Généralement, je fais quand même ces slides-là juste pour expliquer qu'est-ce que c'est de base un gestionnaire de Git. Un gestionnaire de versions comme Git. Git, Mercurial, SVN, voilà, c'est différents types de gestionnaires de versions. Moi, je parle de Git parce que je connais plus Git, c'est tout. Et c'est celui qui est le plus utilisé en manière générale dans les entreprises. On va faire un petit exemple. Si j'avais pas de gestionnaire de version, on va prendre un exemple, un chanteur américain, Drake, qui veut écrire une chanson et il l'envoie à Eminem. Eminem, il loue ça, il est content, il change quelques rimes parce qu'il trouve que c'est mieux comme ça. Il la renvoie à Drake. Super, Drake, il loue le fichier. Il essaie de comprendre ce qui a changé là-dedans. Il a fait une longue chanson, mais il ne comprend pas toujours ce qu'il écrit, donc il a un peu de mal à savoir exactement ce qui a changé. Le mec, il perd patience. Et après, voilà, il y a une rumeur de clash entre les deux juste à cause d'un truc comme ça. C'est un peu con. D'où le but d'utiliser un gestionnaire de version. Parce que dans le même cas, Eminem, il a utilisé Git. Il est trop fort. Il a juste dit ligne 13, j'ai changé before I go to for I go. Et je pense que ça marcherait beaucoup mieux. Drake, il reçoit ça, il est d'accord. Il gagne beaucoup d'argent grâce à ça. En plus, il a invité Eminem en concert. Enfin, c'est le gros show. C'est le meilleur pote du monde maintenant. Le gestionnaire de version, ça va nous aider dans ce genre de comportement, de pouvoir échanger, de pouvoir faire des différences dans l'histoire du fichier. Ça peut être pour nous-mêmes, savoir j'ai changé ça il y a quelques temps, j'ai changé la ligne 13, telle chose. Donc je vais pouvoir retourner en arrière si je veux, je vais pouvoir retrouver mon historique. Mais également quand on va parler entre plusieurs personnes, c'est plus facile d'envoyer juste les changements plutôt qu'envoyer un fichier complet. Ouais, bon, l'exemple de Eminem et Drake, c'est cool, mais en vrai, comment ça se passe? De base, on va commencer de très très bas en Git, on va remonter après en niveau. Tout le monde utilise Git ou personne ou tout le monde utilise. Super. Donc ça va aller très vite. Sur cette partie introduction. Donc j'ai mon temps, j'ai master, j'ai une version 1. Je veux modifier une page web. Version 1, je crée la page web. Version 2, je vais modifier un peu de CSS. En 3, je vais ajouter une description dans le header. Je modifie encore le CSS, modifie l'encodage caractère, je fais plein de petits modifs comme ça. C'est super. À quoi ça sert d'utiliser Git pour ça? Pour moi, c'est juste pour pouvoir revenir en arrière. Mais sinon, grosso modo, je suis sur une branche, je fais mon travail et je reviens jamais en arrière, ça ne me servira à rien. Sauf que maintenant, il y a un pote qui va venir me rejoindre sur le projet et on va être deux à pouvoir communiquer sur la même page. Par exemple, cette personne-là, il veut ajouter un table dans HTML. Après, juste après, il se fait engueuler parce que table, c'est un peu vieux quand même, donc on va remplacer ça par un div. Et puis un peu plus tard, il va modifier le CSS du div pour pouvoir voilà, mettre un peu plus de couleurs, etc. Qu'est-ce qui se passe en vrai quand on va essayer de zoomer un peu sur ce qui se passe quand la deuxième personne est arrivée dans le flow? Donc on va prendre l'exemple entre V4 et V5 pour commencer. Donc il y a une modification de CSS par la personne 1, la même chose pour la personne 2, et au milieu, le monsieur il veut ajouter une table. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va déjà télécharger le projet, parce que c'est la première fois qu'il travaille dessus, donc il va télécharger le projet, un git fetch origin, git merge, ou un git pull, si vous voulez, c'est ce qui fait la même chose. Il va ajouter son table, jusque-là, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ensuite, on va vite l'envoyer sur master avant que l'autre fasse une autre modif. Et l'autre personne va faire la même chose, un git fetch, un git merge, et Git est assez fort pour un truc là j'ai touché une table, avant j'avais un CSS. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de modification que l'autre utilisateur a fait entre temps, donc j'aurai pas de problème, ça va arriver, le merge va se faire correctement. Maintenant, si entre V6 et V7, j'ai modification du CSS, l'autre personne fait une modification du CSS, donc à peu près au même endroit, puis même la même ligne tant qu'à faire, et une autre modification de CSS. Si je refais le git fetch, git merge, git push, voilà, tout va bien. Sauf qu'en réalité, au milieu, j'ai une résolution de conflit. J'ai récupéré la version de l'autre personne,
Et le problème, c'est que j'ai un conflit avec ce que j'avais fait avant. Donc il va falloir que je résolve le conflit. Et même chose dans l'autre sens. Moi, je rebouchais mon CSS, l'autre va devoir refaire une résolution des conflits. Soit ça se fait automatiquement si jamais il n'y a pas vraiment de conflit sur la ligne en question. Mais dans l'autre cas, c'est à nous de le faire manuellement, ce qui est un petit peu pénible. C'est pour ça que, en général, quand on travaille, quand on commence avec Git, on essaie d'aller très vite, faire des tout petits commits et les pusher le plus vite possible avant que l'autre y push. C'est comme ça, au moins, c'est pas nous qui gérons les conflits, c'est le copain. C'est bien, mais dans une entreprise, on va pas pouvoir faire ça. On va travailler sur des features qui sont assez grosses. On va pas pouvoir merger toutes les 2 minutes. On va être obligé de merger ça je sais pas, toutes les semaines, par exemple. D'où les branches. Alors les branches, pareil, il faut faire une introduction sur les branches. Vous connaissez à peu près tout ce que c'est. Donc avant, j'avais ça. Tout le monde travaillait sur la même branche, sur le même master. Maintenant, on va décaler. La deuxième personne va travailler de son côté, sur son petit table, sur son CSS, etc., en ayant la version précédente, et va travailler tout seul. Là, vous me dites, ouais, mais il n'y a pas de conflit, c'est bien beau, mais sauf qu'à un moment, il faut merger le travail. Donc j'aurai des conflits. On va voir ça juste après. Mais au moins, pendant leur temps de travail, ils vont pouvoir travailler sans avoir de conflit à gérer. Ouais. Okay. Parce que j'ai fait le déplacement de l'animation, j'ai pas réussi à changer en même temps les chiffres. C'est 4.1, 4.2, 4.3. Bien. Comment on fait des branches? Pourquoi moins de gestion de conflits à faire, moins de merge rebase, moins être embêté par le travail des autres finalement. Chacun doit travailler de manière autonome. Au niveau des bonnes pratiques, donc ça c'est certaines entreprises qui l'appliquent. En général, les entreprises essaient de l'appliquer de plus en plus. C'est surtout ne pas committer son master. Master, c'est notre branche où personne n'a le droit de committer dessus. C'est pas bizarre parce que le master, c'est la branche là où normalement on travaille tous. Oui, mais non. On est obligé de travailler sur une branche. Et après, quand on veut merger, quand on va faire une demande de merge, on va faire ce qu'on appelle les pull requests. On va voir juste après. Donc, par exemple, là, sur nous, chez Dashlane, on a toutes les branches master de tous les repositories sont bloquées. Personne ne peut pusher dessus, à part via une pull request. On a une règle aussi qui est, là, c'est moins pour toutes les entreprises, mais on a une règle qui est master est toujours releasable. C'est-à-dire que quand on a le monsieur qui faisait sa table, tant qu'elle n'est pas finie aux petits oignons, je la release pas sur mon master, parce que master, à tout moment, je peux dire, tiens, ça va en prod. Et du coup, les branches vivent un peu plus longtemps toutes seules, avant de pouvoir les merger dans master, mais au moins quand c'est mergé, c'est quelque chose, voilà, on n'est jamais bloqué, ah oui, mais attends, cette feature, elle n'est pas finie, il faut la désactiver, il faut enlever ce code-là, le temps de faire la release. Ce qui peut être embêtant. Au niveau des noms, la politique que l'on a chez nous, qui est assez aussi universelle dans pas mal d'entreprises, sur le nom des branches, on a plusieurs noms, bug fix, feature, misc et release. Bug fix, j'ai un problème à régler. Concrètement, les branches qu'on fait, on essaie de les faire les plus petites en termes de changement. C'est-à-dire que comme après, on va devoir gérer le merge, quelqu'un va devoir regarder ce qu'on a fait. Plus c'est petit, plus ça va être facile de regarder. Donc si on a un bug fix à faire, une feature à faire, on va faire 2 branches. Le bug fix, corriger n'importe quel problème d'encodage, c'est un bug fix. Feature, ajouter une table, c'est une nouvelle feature. MISC, c'est tout ce qui ne rentre pas dedans, c'est pas rajouter, je ne sais pas, autre chose. Et release, alors on en parle juste après. Voilà, par exemple, j'ai besoin de corriger l'encodage caractère, j'ai créé bug fix / encodage caractère incorrect. Il y a pas mal d'éditeurs UI de Git qui vont permettre de grouper les branches par dossier basé sur le /. Donc là, par exemple, si je regarde mon environnement de travail, j'ai bug fix, j'ai tous les bug fix qu'on a corrigés, j'ai release, j'ai tous les releases, et toutes les features, etc. Donc c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver grâce au /. Master, toujours stable, les branches non, on en a parlé tout à l'heure. À chaque fois qu'on fait une release, on fait une nouvelle branche. Alors ça, c'est... Voilà. Donc par exemple, là, mardi dernier, on a fait une release, on a fait la 4.13. Si on avait un hotfix à faire, on ferait la 4.13.1. On a une branche par release. Ça, c'est pas pour tout Dashlane,
c'est une politique qu'on applique dans mon équipe Android, sur l'équipe iOS aussi. Sur le serveur, c'est moins le cas. Sur le serveur, on est plus à tendance à c'est master qui va partir en prod. Mais comme nous, sur le mobile, on va avoir des versions, des exécutables à envoyer, on veut pouvoir revenir à un instant T avant et de pouvoir, par exemple, 4.13, en ce moment, elle est en bêta. J'ai la 4.12 qui arrive à 100% aujourd'hui. J'ai besoin de... Si jamais j'ai un hotfix à faire dessus, il faut absolument que je puisse revenir et voilà, créer la 4.12.1 pour régler ce hotfix-là, en ayant toujours la 4.13 prêt à repartir. Pull request. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors, les pull requests, c'est un... Globalement, quand on dit j'ouvre une pull request, ça veut dire je veux émerger cette branche-là dans cette branche-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une demande à ses pairs de review tout le travail que j'ai fait jusqu'ici. La plupart des serveurs Git, quand je dis serveur Git, c'est l'interface qui est au-dessus du serveur Git, comme GitHub, GitLab, Bitbucket, etc., ont le système de pull request. Sinon, c'est bien sûr installable sur n'importe quel environnement. Si vous avez votre serveur Git perso ou si l'école a un serveur Git, j'imagine que vous pouvez installer une interface pour ça. Donc le but, c'est de demander du feedback aux autres. C'est dire, voilà, j'ai fait ça comme travail, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mergeable dans telle branche? Est-ce que vous pouvez me donner votre feedback sur le coding style? Est-ce que c'est correct? Si j'ai pas de check automatique. Est-ce qu'il y a chercher des potentiels bugs? Chercher l'architecture, est-ce qu'elle est correcte à votre avis? Et surtout, ça aide énormément au partage des connaissances entre les développeurs. C'est-à-dire que tout ce qui va passer dans Master, tous les développeurs de mon équipe vont savoir exactement ce qui est passé dedans. Parce qu'ils ont review à un moment. Pas forcément obligé de comprendre chacune des lignes, mais globalement, ils savent telle feature, on nous l'a expliqué avant, ok, et on l'a vu coder, on a vu les bugs, on sait ce qu'il y a dedans, qui passe dedans. Si demain, là en sortant d'ici, je me fais écraser, bah, ils vont pouvoir continuer à travailler sans les connaissances que j'ai dans ma tête, parce que voilà, le but c'est partager les connaissances avec tout le monde. Parler un peu plus technique sur Git. Local et remote. Alors, sur Git, quand on va travailler, on va commencer par travailler sur son poste. On va travailler sur le travail, on va dire, en cours. Une fois qu'on est content avec ce travail-là, on va voir ce qu'on appelle le stage, qui est tout ce qui va partir au prochain commit. Donc je vais te dire que ce changement-là, je veux qu'il soit stage pour pouvoir être commité plus tard. Ensuite, il y a le commit. Je vais expliquer juste après tous. Donc toute cette partie de gauche est sur votre ordinateur. C'est tout ce qui est la copie locale de votre repository Git sur votre ordinateur. Et après, vous avez la partie remote, qui est par exemple sur GitHub. Si je suis en train de travailler sur un fichier, avant de pouvoir le committer, je suis obligé de l'ajouter. L'ajouter, ça veut dire que je le mette dans le stage. Donc pour ajouter, juste un git add et le nom du fichier, ou point si on veut tout ajouter. Et tous les fichiers qui étaient en cours d'édition vont passer en stage. Ou seulement des lignes. On peut aussi envoyer juste seulement une partie du fichier. Une fois qu'on a tout notre stage prêt à être commité, on va pouvoir faire notre commit, git commit, avec un petit message qui va bien. Et ça va partir dans un état où finalement on est prêt à envoyer. Une fois qu'on envoie, un git push veut dire envoie ça sur le serveur remote, sur GitHub, et en même temps update origin. Origin, c'est une copie du serveur remote. Ce qui va permettre de... si jamais je veux par exemple savoir, tiens, telle branche, elle est... donne-moi telle branche, je ne suis pas obligé d'aller voir sur remote parce que j'ai une copie dans mon origin. Et donc, quand je vais pusher, en fait, je vais mettre à jour remote, mais qui va mettre également à jour origin. Dans l'autre sens, si jamais je veux récupérer un travail qui a été fait depuis le remote, je vais faire un git fetch, qui va permettre de récupérer le travail, qui va placer le travail de remote dans origin. Donc, j'ai toujours pas accès à ce travail-là pour l'instant. J'ai juste, voilà, il est en copie en local. Et le git merge, qui va pouvoir me passer de l'origine via, sur l'état commité, donc la liste de tous mes commits. Git fetch plus git merge, c'est ce qu'on appelle un git pull. Globalement, il va faire ça derrière.
Alors, ça change quelque chose parce que git pull, en fait, tu vas pouvoir le configurer pour faire autre chose qu'un git merge. Tu vas pouvoir le configurer aujourd'hui. De base, tu vas prendre un git, tu fais un git pull, il va te faire un git fetch, git merge, mais tu peux le configurer pour dire si tu peux faire un rebase à la place, c'est mieux. On va voir le rebase juste après. Donc le git merge, il y a différents types de merge. Imaginons que je veux merger cette branche-là, ici dans master. Il y a le merge qu'on appelle fast forward. Le fast forward, finalement, il va prendre tous les commits et les mettre directement dans la branche au-dessus. Ça paraît super clean, on dit c'est quand même c'est pas mal. Il y a le no fast forward, où là, à chaque fois qu'il va vouloir merger une branche dans master, il va créer un nouveau commit, qui est le commit de merge. Alors, ça paraît moins clean parce que finalement, j'ai un commit en plus qui est un peu du brouillon, c'est juste un commit qui dit merge telle branche dans telle branche. En réalité, c'est un gros avantage, c'est que quand on va regarder l'historique, quand on va regarder via une interface graphique, par exemple, l'historique de tous nos commits, si on regarde ça, on ne sait pas exactement dans quel type de feature ou de bug fix, quelle est la branche complète dans laquelle on va travailler pour faire ce commit-là, ce commit-là. Alors qu'ici, avec ce merge-là, les outils qui permettent de visualiser votre workflow Git va pouvoir vous dire ah oui, ça c'était une branche qui était ici, et du coup il y avait tel commit, tel commit, tel commit dans cette branche-là avant que vous le merger. En général, on utilise le NoFF. C'est bon, pas tout le monde, mais NoFF permet d'être plus clean dans le sens où on peut plus facilement retrouver l'historique, qui n'est pas l'option par défaut. En cas de conflit, que ce soit fast forward ou pas fast forward, il n'y a pas de différence. Ça va dans tous les cas faire comme s'il n'y avait pas de fast forward. Ça va créer un commit qui est le commit de merge. Il va dire voilà, par exemple, ici j'avais tel fichier, telle version, tel fichier, telle version. J'ai besoin de merger ces deux trucs-là. Je vais créer un commit de merge pour dire voilà ce que j'ai fait comme travail. Et soit c'est automatique, j'ai réussi à le faire le merge tout seul, Guide a réussi à faire le merge tout seul, et il va juste le committer et dire c'est bon. S'il n'y arrive pas, il va vous dire je suis bloqué là, je ne sais pas quoi faire, tu as modifié 2 fois la même ligne dans 2 branches différentes, je suis perdu, aide-moi. Donc après c'est à nous de débugger à la main et de faire git commit à la fin pour créer justement ce commit là qui est le commit de merge. Si je mets à jour ma branche, parce que là le commit V3 là, j'aimerais bien l'avoir dans ma branche moi. S'il y avait un seul commit, il y a d'autres façons de le faire, mais imaginons qu'il y a plein de commits et je les veux tous dans ma branche. Je veux que ma branche soit à jour par rapport à master. En gros, je veux ça. Ce que je peux faire, c'est un git pull, mais qui correspond à un merge. Donc si je fais un git pull, je vais avoir un merge ici qui qui est un commit qui peut m'embêter dans ce cas-là. Dans le cas où, dans ma branche, j'ai pas besoin vraiment de savoir que ça vient de master. Ou alors, on peut faire le git pull avec rebase. Dans ce cas-là, en fait, je vais prendre tous les commits jusqu'ici. Du coup, jusqu'ici. Je prends tous les autres commits et je vais les réappliquer après le merge. Et vraiment, quand je dis après, c'est vraiment millisecondes après. Donc, ce qu'on va faire en faisant ça, on va casser toute l'historique. Tout l'historique dans le sens, toutes les dates des commits. Mais j'évite la création de ce commit-là, qui est un peu gênant. Dans quel cas utiliser l'un ou l'autre, ça dépend vraiment des cas. Si jamais vous avez 2-3 commits sur votre branche, vous ne l'avez jamais pushé, vous voulez juste avoir un état stable, en général, moi je préfère faire ça, qui permet d'avoir juste un historique beaucoup plus clean. Et je m'en fous de savoir, tiens, hier j'ai bossé à 23h30, donc j'aurai des heures sup. Je m'en fous. Donc voilà, ça me suffit. Si jamais j'ai beaucoup de commits, j'en ai une trentaine, ça pourrait être un problème de faire ce genre de choses. Et dans ce cas-là, avant de merger une pull request, je me fais pas chier, je fais un commit en plus et voilà, c'est très bien. Imaginons que maintenant, là j'ai un seul commit, le V3, mais en fait je voudrais juste ce commit-là et j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon? On peut faire un git cherry pick. Git cherry pick, en fait, ce que je veux faire là, c'est avoir le V3 dans ma branche. Avoir ce V3 bis. Et en fait, en faisant juste git cherry pick et le SHA-1 du commit,
ou même l'identifiant plus court du commit. Il va copier tout le contenu du commit, inclut le message, et créer un nouveau commit ici. C'est un nouveau commit, c'est pas une référence vers l'autre, c'est un nouveau commit. Donc il n'y aura pas de conflit quand on va merger, parce que Git est assez intelligent pour comprendre, ok, c'était la même chose. Mais ça reste quand même un autre commit. On va aller encore plus loin. Là, j'ai un bel historique sur ma branche, mais il n'est pas terrible. Moi, j'ai envie d'avoir plutôt ça. J'ai envie d'avoir V1 d'abord, après V4, après V2, puis après mélanger V3, V5. Là, ça commence à se corser. On va utiliser ce qu'on appelle un Git rebase interactif. On va y aller par étape. Mais là, on va dire déjà, je vais faire un Git rebase sur les 5 derniers commits. Ou alors, je peux aussi faire ça depuis une autre branche. Hein, je veux master, donne-moi tout master, et je vais choisir les commits que je vais prendre dedans. Ou depuis origine. Donc, si je fais Git rebase -i, si vous n'avez pas de configuration bizarre, vous allez avoir Vim qui va s'ouvrir. Vim qui va s'ouvrir, il va vous dire, voilà tes commits. Voici l'identifiant des commits, le message qui est dedans. Et on a pic. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je vais fermer cette fenêtre-là, il va appliquer tout ce que j'ai décrit comme action. Je vais lui dire, tu prends ce commit-là, tu prends ce commit-là, tu prends ce commit-là, tu prends ce commit-là. Ce qui va en fait rien faire. Parce que ça va juste faire un rebase, donc ça va juste détruire l'historique. Mais au final, l'ordre des commits, tous les commits sont toujours les mêmes. Donc maintenant, ce qu'on voulait faire, nous, c'était, on va commencer par, on va avoir V4 avant V2. Oui, c'est ça, V4 avant V2. Donc avant, j'avais ça, V1, V2, V3, V4. Je vais juste inverser les lignes. Donc le V4 avec son identifiant de commit, je le passe au-dessus. Et juste en faisant ça, je sauvegarde ce fichier-là, et automatiquement, mes commits vont être inversés. Maintenant, j'ai besoin de merger V3 et V5. Donc j'ai toujours ça, V1, V4, V2, V3, V5. Ce que je vais lui dire, je vais dire V5 là, en fait, on va pas garder V5, on va faire un squash. On va utiliser le commit, donc je vais jamais utiliser tout ce qu'il y a dedans, mais au lieu de créer un commit séparé, tu vas mélanger au commit précédent. On peut écrire soit S, soit squash, c'est pareil. Et donc, lui, ce que Git va faire, il va mélanger le travail des deux branches et garder juste le message il va demander quel message on veut mettre. Donc là, on pourra mettre V3 plus V5, par exemple. Les autres options qu'on peut faire dans cet éditeur-là, on peut supprimer un commit. Si je supprime la ligne et je sauvegarde le fichier, le commit disparaît. Si je veux juste remplacer le message commit, je peux le faire. Au lieu de pick, je mets R ou reward. Je peux éditer le commit, tu rebase et dès que tu as mon commit, tu t'arrêtes. On va te donner la main, tu vas pouvoir modifier ton commit, ajouter une ligne, supprimer une ligne, et après tu commits et ça repart comme ça va appliquer tous les autres commits derrière. Donc squash, on vient de le voir, ça mélange au commit précédent, ça mélange deux commits, mais ça demande le message, quel message on veut mettre. Fix, c'est la même chose, fix up, c'est la même chose, sauf que le message va être complètement supprimé. Donc si je fais un fix ici, ça va prendre juste le message de V3, appliquer les deux changements et rien me demander s'il n'y a pas de conflit. Et voilà, on peut mettre un drop ou juste ne pas mettre le commit. Et quand on applique, on va avoir la timeline définitive qu'on a vue tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent quand même. Je n'utilise pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Pour quand je travaille sur ma branche, je vais avoir, je sais pas, si j'ai une journée de travail dessus, moi j'aime bien avoir un historique un peu clean. Juste avant d'ouvrir une pull request, avant de dire aux autres, regardez mon travail, je vais créer des commits mélangés entre eux, où je vais dire, alors ça c'était telle partie, ça c'était telle partie. Et du coup, quand on va lire l'historique, quand on va regarder la pull request, commit par commit, je sais, ça correspond à telle action, ça correspond à telle action, ça correspond à telle action. Autre chose aussi, c'est moi, quand le soir avant de partir, au cas où mon PC plante pendant la nuit, je fais un work in progress, je le push. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir work in progress partout dans
dans mon historique. Donc avant le comité, avant le merge dans master, je nettoie un peu mon historique. Ça sert également à supprimer un commit. C'est assez facile de supprimer un commit quand c'est le dernier qu'on vient de faire. Si c'est le 2 avant, le 2 commits précédents, ah oui, non, il ne faut pas que je fasse ça, ou ce commit-là, il ne faut pas qu'il soit dans cette branche-là. Voilà, c'est très facile à faire. Un truc important, si votre branche a déjà été push, donc ça a déjà été envoyé sur un serveur, on est obligé de faire ce qu'on appelle un force push. Force push, donc jamais sur master. De toute façon, on commit pas sur master, donc c'est pas de problème. Mais force push, puisque le Rebase interactif comme tout Rebase va réécrire l'histoire, on va être obligé de dire tout ce que tu avais avant dans cette branche-là, tu l'oublies. Voilà ce que c'est la version maintenant. J'ai force pushé mes changements. Ça peut être très dangereux. Si jamais j'ai supprimé un commit, je force push, bah, le commit a disparu pour toujours. Plus ou moins. On aurait été un peu trouvé, mais. Voilà. C'est vachement puissant et c'est assez compliqué quand même à utiliser au début. Donc voilà, c'est juste à connaître et à utiliser de plus en plus, ça vous aidera. Qu'est-ce que c'est qu'un bon message de commit? Si, c'est lui qui l'a écrit. Hein. Un bon message de commit, c'est très important parce que en fait, c'est ce qui va faire votre documentation aussi. C'est-à-dire que quand j'ai un bug, je vais regarder la ligne, je fais c'est quoi ça? Git blame, on regarde qui c'est qui a fait ça. On regarde. C'est important de savoir pour dire c'est pas bien, enlever une prime de fin d'année, etc. Mais surtout pour lui demander pourquoi et voir son commit message. Et là, on va voir, il a dit ah oui, j'ai fixé tel problème tel GitHub issue par exemple. Je vais voir GitHub issue, je fais mais pourquoi il a fixé ça comme ça? Ok. Donc si jamais je veux faire exactement ce que je voulais faire, ah ouais, mais du coup je vais remettre le problème précédent. Ah c'est pas bon. Du coup, ça me permet de voir beaucoup plus de contexte sur pourquoi une modification a été faite. Donc ça, c'est Git blame qui marche ligne par ligne sur les fichiers. Donc le message, pour que ça marche bien, il y a des règles un peu, voilà. Il y a 50 caractères maximum. Ça permet de GitHub, par exemple, si vous avez plus de 50 caractères, vous avez 3 petits points à la place du titre. C'est assez moche et surtout, voilà, je suis obligé de déplier pour voir les commits. Quand je regarde la liste de tous les commits d'un repository, si je suis obligé de faire 3 petits points à chaque fois, c'est un enfer. Commencez votre message par ce que vous avez fait, l'action que vous avez fait. J'ai supprimé la table, parce que c'est nul, une table. J'ai corrigé ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait vraiment? Un titre vraiment très, très court pour expliquer pourquoi. Le message, il peut être plus long. C'est tout. En fait, quand on fait un git commit, il n'y a pas titre de point, message de point. C'est la première ligne, c'est le titre. Toutes les autres lignes, c'est le message. Il y a un seul ligne à 72 caractères. Ça, je le respecte jamais parce que je suis pas sur GitHub et mon éditeur n'a pas de problème avec les lignes un peu plus grandes. Mais bon, c'est une règle qui est de manière générale à respecter. 72 caractères, on va à la ligne suivante et ça sera plus simple pour tout le monde. Le message, je suis sûr que 99% de vos commits n'ont pas de message. Ou de toute façon, le titre, j'imagine, c'est I did that, point, ou on sait pas ce qu'on a fait, on s'en fout. De toute façon, je n'irai jamais voir l'historique. Le message qui est important, c'est d'expliquer comment vous l'avez fait et pourquoi vous l'avez fait. Pourquoi vous avez fait cette modification-là. Toujours dans l'esprit du git blame, mais également pour la pull request. Quand je vais lire une pull request, je vais pas lire le travail de quelqu'un qui travaille pendant une semaine sur le pull request. Je vais pas lire tout son truc. Je vais pas lire d'un code d'un coup. C'est vraiment compliqué. Je préfère regarder ça commit par commit. Donc pourquoi tu as fait ce commit-là? Pourquoi tu as fait ce changement-là de cette façon-là? Explique-moi. Ça va faire de la documentation pour les pull requests, mais également pour plus tard. Donc c'est super important. Dans le message, si jamais vous avez GitHub issue par exemple lié, dites-le dans le message. J'ai fait ce truc-là pour fixer ce problème-là. Il y a pas mal de systèmes de build automatique, de GitHub, même GitHub le fait. Quand je mets fixe bug tel dans tel pull request, quand je vais merger la pull request, automatiquement ça va fermer le bug associé. Donc il y a pas mal de systèmes automatiques. C'est ce qu'on appelle les smart commits. C'est des petits identifiants dans le commit qui déclenchent des actions derrière. C'est assez important. D'autres petites astuces. Les alias. Les alias, c'est
C'est juste parce que je suis flemmard et je ne vais pas écrire des choses en entier. Je ne veux pas écrire git branch à chaque fois, je mets git br. Voilà, le but, c'est faire ces petites choses-là. Donc, si jamais je veux faire git br au lieu de marquer git branch, je fais git config / global alias point le nom que je veux maintenant, à quoi ça correspond. Par exemple, chez moi, j'ai git st au lieu de status, git co au lieu de checkout, git br au lieu de git branch, git po au lieu de git push origin. Ça ajuste plus vite, c'est des petits alias. Git prune, c'est pas tellement un fruit, c'est plus pour pouvoir supprimer localement toutes les branches qui ont été supprimées en distance. Quand je fais un merge, je peux décider de supprimer ma branche, sauf que dans mon historique local, bah, j'ai encore toutes les branches. Si je regarde mon historique, j'aurai beaucoup trop de branches. Par exemple, mon dossier bugfix, bah, je n'ai pas que les bugfix récents, j'ai tous les vieux. Donc c'est un peu embêtant. Pour les enlever, c'est juste un git prune origin. Et là, je vais supprimer toutes les branches qui ne servent plus à rien parce qu'elles ont été supprimées sur le côté remote. Git stash. Git stash, moi j'ai résumé ça comme j'aime bien ce que j'ai fait, je veux le garder pour plus tard. Mais pas maintenant. Juste git stash et tout mon travail qui était en stage va être placé dans comme un presse-papier. Ça va sauvegarder les modifications et tout de suite les supprimer. Donc c'est pas un copier-coller, c'est plus un couper. Ça va vraiment les supprimer. C'est ah oui, alors là je travaille sur nos branches. En fait, je travaille sur nos problèmes. Git stash, tout mon travail actuel est sauvegardé de côté. Je peux changer de branche, je peux faire ce que je veux, je peux faire un pool, je peux faire voilà, ce que je veux. Et ensuite, plus tard, le réappliquer. Git stash pop ou git stash apply. Alors, quand tu fais est-ce qu'on va le voir après? On le voit pas après. Si tu fais plus de git stash d'affilée, avec git stash list, tu auras une liste de tous tes git stash. Autant te dire que c'est un enfer. C'est un enfer parce qu'en fait, le message, tu n'as pas mis de message. On veut que ce soit simple, donc c'est git stash, boum, rapide. Ce qu'en réalité, pour donner une référence, il va prendre le git commit message du commit précédent. Mais à git stash, tu peux aussi lui donner un nom. Quand tu vas faire, tu veux dire, tiens, ça c'était tel travail. Comme un commit message, mais beaucoup plus court. Tu peux lui donner un nom. Et après, du coup, tu as toute la liste des choses, des stages en cours. Donc, stash pop, ça veut dire supprime la liste. Stash apply, juste applique le dernier stage que je t'ai fait, mais garde-le quand même. Il faut vraiment voir ça comme un coupé-collé. Réparer nos commits. Parce que, par exemple, oups, j'ai oublié d'ajouter ça dans le dernier commit. Faut que je le rajoute. Git commit amend. J'ai des trucs qui sont stage. On a vu ce que c'était stage tout à l'heure. Je fais un git commit amend, ça veut dire prends le dernier commit et rajoute ça s'il te plaît. Ou pas s'il te plaît. Un autre truc, c'est oups, j'ai mis ça dans mon stage, mais en fait, non, j'en veux pas pour le commit, je voudrais. On verra ça plus tard. On va faire un git reset sur le fichier en cours. Git reset, ça paraît agressif comme nom, mais en fait, ça fait juste l'enlever du stage et c'est toujours là, c'est toujours prêt à être employé. Va être restagé pour plus tard. Alors, j'ai modifié le fichier, mais en fait, j'aurais pas dû. Et il est pas encore commit. Mais il est ni stage d'ailleurs. Il est juste dirty, mon truc. Il est juste. Voilà, j'ai modifié pour l'instant. Git checkout, mon fichier, et je repars à l'état initial. Git checkout, ça va marcher pour les fichiers modifiés. Pour les fichiers qu'on vient de créer, ça ne va pas marcher de base. Il y a des options qui permettent de le faire fonctionner que je déconseille. Je préfère utiliser les fonctions faites pour ça. Si un git rm, juste supprimer le fichier si on veut. Git checkout, c'est assez. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est assez puissant. On peut faire plein de choses avec ça. Avec un git checkout, je peux créer une nouvelle branche. Au lieu de faire une nouvelle branche avec git branch, je peux faire un git checkout-b, le nom de ma branche. Ça va me mettre directement dans la branche que je viens de créer. Git checkout, le nom de la branche, je vais me déplacer vers la branche. Voilà, git checkout est assez puissant, on peut faire pas mal de choses dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Marquer nos commits. On va mettre des tags sur nos commits. Là, j'ai un commit intéressant, j'ai envie de
par exemple, je vais faire une très grosse modif, là, je vais tout casser. Soit je vais marquer l'état précédent au cas où. Il y a deux solutions pour faire ça. Soit je crée une branche en disant before my big refactor, ou alors je crée juste un git tag. Un git tag, c'est juste une référence à un commit, c'est beaucoup plus léger. Et ça fait vraiment la fonction qu'on a besoin, qui est voilà, d'avoir juste une marque à cet endroit-là. Ça, c'était avant mon gros refactor. Si je veux lister tous mes tags, git tag, ça me donne la liste de tous les tags que j'ai dans mon git. Si je veux supprimer le git tag, juste git tag -d, le nom du tag. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oh, je répéterai les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je répéterai même pas les questions, parce qu'il n'y a même pas de questions. Tout est clair. Oui. Non. Git tag, ça va te mettre un marqueur sur un commit. Ça va juste ouais, vraiment mettre une étiquette sur ce commit-là, précédent. Exactement. Parce que sinon, il faut retenir le SHA-1 et l'identifiant du commit ou le message, et c'est une galère. Sur GitHub, l'interface, on a les commits, on a les pull requests, les issues et les tags. Voilà, c'est très facile de pouvoir retrouver exactement les commits intéressants. Comme ça. Donc, la question, c'est donc je suis parti de master, j'ai créé une branche et je veux créer une sous-branche de part de cette branche-là. Ça, c'est tout à fait faisable. Après, tu vas pas avoir la référence va être gardée par ton éditeur UI, mais toi-même, tu vas pas le savoir. Enfin, tu vas créer une sous-branche, tu veux créer une sous-branche de cette branche-là, ça n'a pas de problème. Tu fais une branche comme tu fais une branche depuis master. Pour savoir, les éditeurs UI vont te montrer que cette branche-là vient de ce truc-là parce qu'il a le commit précédent. En fait, c'est seulement grâce au commit précédent qu'il va savoir ça. Il va se baser sur le commit précédent, c'est ça. Si t'as pas fait de commit, si t'as fait une branche et après une sous-branche, il sait pas. Lui, pour lui, c'est comme si t'avais fait une branche depuis le master. Mais c'est ça. Si tu as fait un commit, après t'as fait ouais, attends, on va faire un bug fixe en même temps, et on va remettre dans la branche. Oui, tout à fait, tu peux le faire. Et je te conseille d'ailleurs de le faire. Si on a des grosses features, voilà, tu travailles sur une grosse feature qui met une semaine à faire. Vous êtes plusieurs à travailler dessus. Parce que vous avez besoin d'une branche pour créer sa feature, pour que master c'est réalisable en permanence. Mais vous êtes plusieurs à travailler dessus. Travaillez sur plusieurs branches. Plusieurs sous-branches de part de cette branche-là. Et quand vous mergez, vous faites une pull request vers cette branche principale. Avant de faire le pull request vers le master. Je demande là-bas, il n'y a pas de question là-bas? Il n'y a que vous qui posez. Non? Très bien. Oui. Je comprends pas très bien la question. Ouais. Alors, la question, c'est par rapport au Git Rebase interactif. Quand tu fais des Git Rebase interactifs de base, il va effectivement prendre par rapport à la dernière fois que tu as pushé. Si tu mets juste Git Rebase-i, comme ça marqué ici. Si jamais on veut faire des Git Rebase de différents commits, mais qui ont déjà été pushés, on va pouvoir faire le head -5. Par exemple, le 5 derniers commits de la branche head. Il y a un truc que je fais assez souvent, c'est le Git Rebase origin master. Je suis sur ma branche, je veux les dernières modifications de master et les miennes, voilà, je les prendrai et je modifierai après. Donc je fais un git rebase-i origin/master. Ça va tout récupérer ces commits-là, puis demander aux miens derrière comment tu vas organiser les tiens. Et si je mets, ouais, c'est ça. En gros, et c'est tout. Ça répond à la question? Toujours pas de question à gauche. Toujours question à droite. Git ne sert à rien du tout là-dedans. C'est comme je disais, quand tu vas voir, quand tu fais un rebase ou rebase interactif, c'est la même chose.
tu vas détruire l'historique. Quand tu détruis l'historique, c'est-à-dire que la personne qui est en face, tu vas être obligé de faire un force push. Force push, tu vas casser toutes ses références à lui sur cette branche-là. Euh, Ce qui veut dire que la personne qui travaille avec toi, tu as fait un force push, globalement, il va avoir du mal. Il va être obligé de créer une nouvelle branche, garder ses commits là, et cherry-pick ses commits un par un, essayer de faire un travail comme ça. Mais c'est voilà, quand on fait un force push, on force push seulement sur sa branche à soi, on est le seul à travailler dessus. Et donc du coup, quand on va à rebase interactif, seulement sur sa branche à soi. Quand on va à rebase, seulement sur sa branche à soi. Sinon, on va casser vraiment, c'est très difficile pour l'autre de merger ces trucs derrière. Ouais. Alors, permets de réorganiser oui, ton travail. Surtout en interactif, oui, c'est pour réorganiser ton travail. C'est pour supprimer des commits, c'est pour voilà, vraiment son travail. Et quand tu fais un git rebase de manière générale, quand moi je fais un git pull origin, ça fait un rebase de base, ça va. Enfin, non, c'est pas faire un rebase de base. Si jamais je fais un rebase manuellement d'origine, ça va prendre tous leurs commits et mettre les miens juste après. C'est voilà. Pour moi, avoir une historique plus clean pour pouvoir le merger après. Mais oui, c'est plus pour soi-même pour après partager aux autres. Alors, tant qu'on n'a pas pushé, on est chez soi, on n'a pas tellement de problèmes. C'est quand on va pusher qu'on va avoir de problème. Et du coup, quand on va pusher, à moins de faire le force push, je pense pas que tu puisses détruire grand chose. Il y a par exemple, ce qui m'arrive assez souvent, je suis sur master, avant de faire ma branche, je fais des commits, puis j'ai oublié que je suis sur master, mince, j'ai oublié de créer une branche. Du coup, ça, je peux pas le pusher. Ok, bon, je crée une branche, hop, c'est bon, je peux la pusher. Le problème, mon master, il est pas clean. Donc là, il y a des tonnes de façons de cleaner ce master-là, parce que d'enlever les commits finalement que j'ai fait qui me servent plus à rien. Il y a des git reset, il y a des tonnes de choses. Moi, je m'embête pas, je fais git branch delete master, et je fais un git checkout master. Donc il va supprimer la branche master localement, et quand on va faire un checkout, revenir dans la branche, il va reprendre une copie de l'origine, et il va en créer une toute neuve, toute belle. Donc même supprimer master, finalement, c'est pas dangereux, tant qu'on n'a pas fait le force push. Alors sur serveur, en fait, sur serveur, potentiellement, tu peux le faire. Après, c'est la configuration de ton serveur. Sur GitHub, j'imagine qu'ils doivent te l'interdire. Si tu as un serveur perso, c'est ultra simple à faire en Git. Hein. Quand on crée un Git, repository Git d'origine, c'est Git init, et là, c'est un Git, je sais plus quoi, et c'est ultra très simple, faire un Git serveur. Et là-dessus, ta branche, tu fais ce que tu veux. Tu veux pas master parce que tu n'aimes pas le nom master, tu vas appeler ça slave, voilà, pas de problème. Oui. Ouais. Alors, par exemple, là, si je veux faire un. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais je veux revenir en arrière. Je vais faire un git checkout de V3, par exemple. Je vais venir à V3. En fait, on va être déconnecté dans le sens où on n'est plus dans une branche. Quand on va aller chercher un commit, quand on va un git checkout avec l'ID d'un commit, un SHA-1, on va venir dans ce commit-là et finalement, notre branche actuelle, bah, c'est le SHA-1 du commit. Et à chaque fois que je committais, je rechange mon nom de branche finalement. Parce qu'on n'est pas une branche. Par contre, ce qu'on peut faire d'ici, une fois qu'on est là, on peut refaire une branche. Et là, du coup, je mets en V3, je refais une branche et je suis reparti. Je fais un bug fixe à partir d'ici. En gros, si on veut committer quelque chose à partir de ce moment-là où on est revenu dans l'histoire, on est obligé de faire une branche. Donc là, je suis ici, je fais un git checkout V3, donc le SHA-1 du V3. J'arrive ici. Ensuite, je fais ma branche. Si je fais un git checkout-b bug fix de V2. Et du coup, ça crée une branche. Et là, après, je peux la pusher. Je suis dans une branche comme si je l'avais fait à l'origine en venant d'ici, sans ces commits-là. Mais effectivement, on est déconnecté du système de branche à ce moment-là. On est vraiment dans les commits. Je suis au commit V3. Si je veux committer autre chose, on va pas me l'interdire. Hein. Je peux faire un V1 bis. Il est juste ici. Voilà, il n'y a pas de branche, il n'y a rien. Je suis tout seul. Donc après, on peut faire ça autant de fois qu'on veut. On est tout seul. On ne peut jamais rien committer. On ne peut jamais rien pusher, pardon. Et à un moment, on va créer une branche et là, on va réexister. On va refaire le lien. Ok, le dernier commit que tu avais, c'était V3. Voilà, on peut revenir ici. Alors, quand on fait un git revert, ce qu'on va faire. Donc, la différence entre git checkout et git revert. Je suis ici.
Le V5, en fait, ou non, le V3, je le veux pas. Donc je suis ici, je vais V3, en fait c'était nul, ce fixe là était nul. Je fais git revert V3, il va pas le supprimer, le V3. Ce qu'il va faire, il va créer un V3 bis delete, revert. Il va créer un nouveau commit qui fait l'opération inverse de V3. Git checkout, on va pas pouvoir l'utiliser pour modifier des commits existants. On va pouvoir modifier juste, là je fais une modification sur mon fichier, je modifie le titre de la page HTML, je regarde mon fichier, je vois, ah mais non, en fait c'est con ce que j'ai fait. Hop, je regarde sur mon git, je fais git checkout, point. Il va mettre tout à zéro, toutes mes modifications, et je repars à l'état initial. Question à gauche. Non. Il voulait expliquer git bisect. Mais non, je peux pas t'expliquer parce que je ne sais pas. Bonjour. Git bisect, en fait, tu vas lui donner t'as tes commits. C'est qui a posé la question? T'as tes commits, et à un moment, t'as un bug. Tu sais pas où. Alors, tu vas prendre une version qui marche. Et ce qu'il va faire, Basecamp, il va aller au milieu. Tu lui dis si t'as le bug ou si t'as pas le bug. Il va en fait découper à chaque fois moitié en moitié jusqu'à ce que tu trouves le commit qui va bien. J'ai appris quelque chose. Ouais, ok. Une question moins piégeante. Ouais. Donc, il y a une question sur l'organisation de comment est-ce qu'on travaille entre les différentes branches, les différents commits au sein d'une même équipe. Globalement, si on travaille pas sur un projet similaire, je sais pas combien j'ai de fichiers dans mon projet, mais globalement, tant que tu travailles pas sur le même fichier, il n'y a pas de problème de merge. Donc finalement, moi je check out master, il y a une semaine par exemple, je vais te faire toutes mes modifications, quelqu'un d'autre va travailler sur un autre fichier, faire toutes ces modifications là. Au moment de merger, on n'a même pas besoin de récupérer le master. On s'en fout, on n'a pas besoin en fait. Si on a besoin d'une modification, c'est là où tu as besoin de faire de récupérer le travail de master. Tant que tu n'en as pas besoin, tu essaies de merger. Si ça passe, si tu n'as pas de conflit, ça passe. Pas de conflit dans le sens où tu n'as même pas touché le même fichier. Si tu n'as pas touché le même fichier, il n'y a pas de conflit du tout. Et du coup, tu peux merger dans master sans être à jour avec master. Il n'y a pas de problème avec ça. Conflit, donc ouais, conflit, c'est vraiment un fichier a été touché. Le même fichier a été touché. Après, il y a des conflits automatiques. Jamais la ligne en question n'a pas été touchée dans le même endroit. Si je modifie quelque chose en bas du fichier, quelqu'un en haut du fichier, j'ai pas de conflit dur. Donc Git va pouvoir le résoudre tout seul. Si jamais c'est la même ligne, oui, là, on va me demander qu'est-ce que je veux faire. Mais voilà, c'est ça. Si jamais j'ai besoin de récupérer le travail de l'autre, soit du cherry pick de commit, soit je vais partir de sa branche. Et voilà. Globalement, le fait de ne pas avoir des branches qui vivent trop longtemps, donc qui ne sont pas des mois en dehors de master, ça aide beaucoup à ça. Ça arrive à découper les features en mode je peux les release, mais sont cachés ou pas cachés, mais en tout cas je peux les release. C'est bon, c'est bon pour mettre merger. Donc tu peux demander à merger. C'est toujours mieux de merger finalement le plus tôt possible, tu auras moins de problèmes, tu auras moins une grosse pull request. Une question au fond. Ouais. Alors, chez Dashlane, on est assez petit. C'est-à-dire que les équipes de développement, c'est entre 2 personnes et 10 personnes, en gros. L'équipe de 2 personnes, voilà, c'est entre nous, on fait une pull request, tout le monde est reviewer, tout le monde va pouvoir voir le code et accepter ou non. L'équipe, ils sont 10, les 10 personnes ne vont pas regarder le code. Potentiellement, ils peuvent, mais ils ne sont pas obligatoires. Donc, finalement, pour chaque équipe, on a une personne qui est obligatoire, en tant de dire, il faut que ces personnes-là donnent le feu vert. Ou alors, on a un minimum de personnes à donner son feu vert. Donc, sur une équipe de 10 personnes, par exemple, s'il n'y a pas quelqu'un qui se prend pour le grand chef, ouais, moi je veux tout voir, on met juste 3 personnes obligatoires. Quand 3 personnes ont validé, c'est bon, on peut merger. Et le bouton merge est bloqué tant qu'il n'y a pas 3 personnes qui ont approuvé. Oui. Alors, la pull request, c'est quelque chose. Comment est-ce qu'on crée une pull request? Donc, pull request, c'est quelque chose qui est très lié à ton interface graphique qui est au-dessus de ton serveur Git. C'est-à-dire que de Git, de base, ne permet pas pull request. Pull request, c'est quelque chose qui n'existe pas au sens Git. C'est en GitHub qui va te créer une interface qui va dire voilà, je veux préparer
ce que j'appelle une pull request. Tu vas me donner le nom de la branche 1, dans quelle branche tu vas merger. Et moi, je vais te créer une différence entre ces deux branches-là. Et les gens vont pouvoir approuver ou non, éclairer toutes les règles-là. Et après, à la fin, quand tu vas merger, je vais créer un merge pour toi. Mais tout ça, c'est la UI et c'est pas du tout dans Git. Si jamais tu es voilà, c'est en ligne de commande pure, avec Git pur, tu n'as pas le pull request. Git va permettre d'envoyer un mail, mais de lui-même ou c'est avec des plugins en plus? Ok, et du coup, après, comment est-ce que tu as. Le le dit, mais ce que je veux dire, tu n'as pas de système t'as pas de système de pull request au sens tu vas pouvoir review et dire j'approuve via Git. Ok. Alors si je reçois un mail, du coup tu vas recevoir ok, il y a telle modification, le mec a fait telle modification, et après bah c'est cool. Ok, ok. Je ne suis pas au courant de cette feature-là. Mais si ça existe, c'est bien. Je ne sais pas ce qui est utilisé, en tout cas, par les grands, à ma connaissance. Oui. C'est alors. Oui, c'est la question classique. C'est le trade-off, c'est le compromis de la sécurité qu'on fait, de dire qu'est-ce qui est le plus dangereux entre avoir le même mot de passe partout, avoir tout au même endroit. Tout au même endroit, nous, ce qu'on va faire chez Dashlane, c'est on va faire en sorte que ton truc-là soit inviolable. C'est-à-dire que on a conçu le système de telle façon où même si les NSA viennent nous voir en disant je voudrais le truc de Snowden, bah, on dit ok, tiens, voilà le fichier. Qu'est-ce que démerde-toi avec ça? Tu pourras pas le craquer. Enfin, peut-être si tu as un supercalculateur, peut-être qu'en 20 ans, tu arriveras à le craquer. Mais la sécurité de ce truc-là, de ce coffre-fort-là, est faite de façon où nous, on n'a pas accès à ces mots de passe-là, on n'a pas de moyen technique d'y avoir accès, à moins de brute forcer le mot de passe, comme quelqu'un d'autre ferait, la NSA ou des choses comme ça. Je dis pas que ça sera pas possible que quelqu'un arrive à craquer, il n'y a pas de situation impossible. Aujourd'hui, les cas de piratage de mots de passe que l'on connaît, si je regarde Mark Zuckerberg, Facebook, qui se fait hacker son mot de passe, ouais, mais tu utilises dada, quoi. À un moment, tu vaux des milliards, tu n'utilises pas ça comme mot de passe. Et il est le même partout. En fait, c'est. Nous, le fait de pouvoir stocker, on va permettre de faire des choses beaucoup plus compliquées, qui sont ton mot de passe, tu le connais pas. Le SHA-1, ça te paraissait compliqué, c'est simple à côté. C'est-à-dire que ton mot de passe est tellement compliqué que tu n'arriveras jamais à revenir, personne n'arrivera jamais à revenir, personne n'arrivera jamais à le comprendre. Quand tu as 16 caractères où il y a des symboles, des chiffres, on ne comprend pas. Et du coup, le fait que tu aies un seul mot de passe à retenir, où là on te force à être strict, on te force à avoir une politique de mot de passe assez forte, parce que c'est finalement la plus grosse faille, c'est ton master password. Qui est pas vrai en réalité chez Dashlane, parce que si jamais tu me donnes ton master password, ça ne me suffira pas. Puisqu'il faut que j'ai accès aussi à ce fichier qui vient de ce serveur-là. Il faut que je hack le serveur et je connaisse ton master password pour l'avoir. Si jamais tu essaies de connecter sur un no device, on va te dire ok, donne-moi ton email. Je vais t'envoyer un mail en me disant est-ce que dedans il y a un code. Ce code-là plus ton master password, ça va donner accès à ce gros bloc-là, à ce gestionnaire de mot de passe. Et c'est l'ensemble des deux qui fait que c'est sécurisé. Oui, alors il y a le mot de passe et surtout toutes les données qui sont dedans. C'est-à-dire qu'on n'a même pas accès, si jamais tu mets une note, tu mets rien que de savoir que c'est ton compte bancaire, j'en ai aucune idée. Moi, ce que j'ai, d'un point de vue serveur, c'est juste des 0 et des 1. Quoi. J'ai aucune donnée sur ton truc là. Oui, pardon. C'est pas du one-time password, donc c'est. Oui, alors effectivement, il y a le projet aujourd'hui, on est en fait, on règle le problème des mots de passe. Donc le problème de utiliser le même mot de passe partout, le mot de passe pas assez compliqué. En réalité, ça suffit pas en sécurité. Ça suffit pas. Si, nous, les employés de Dashlane n'ont pas le choix, n'ont pas le droit d'avoir un compte Facebook avec un login et mot de passe. C'est interdit. Il faut avoir forcément un two-factor. Il faut absolument avoir un device en plus, un code. C'est la politique de l'entreprise parce qu'on ne veut pas que
quelqu'un de chez nous se fasse hacker, parce que juste pour l'exemple. On n'est pas comme en politique, ici on fait de l'exemple. Pardon. Et du coup, voilà, du coup, ce two-form factor, c'est une vraie sécurité en plus qu'on espère voilà, encore simplifier pour la donner à plus de monde. Parce que voilà, tant que tu as un login et un mot de passe, ça reste quelque chose de devinable, de trouvable en brute forçant, et on ne réglera jamais ce problème-là en n'ayant que ça. Donc il faut qu'on aille plus loin, et c'est notre boulot aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a besoin de monde pour faire ça, c'est d'aller encore plus loin dans cette sécurité-là, et voilà, le two-form factor est une piste. Pas convaincu. Et voilà, OnePassword, donc le système de OnePassword est un peu différent, dans le sens où, enfin, c'était différent, dans le sens où eux, c'était le Vault, finalement, c'était ton problème. Tu le mettais sur ton Dropbox, on le partageait aux autres. Et c'est à toi de le partager. Donc eux, ils n'avaient même pas connaissance de ce Vault-là. Aujourd'hui, ils sont obligés de revenir en arrière, ils sont obligés de revenir sur le modèle serveur, parce qu'ils n'ont juste pas le choix avec les entreprises, avec le partage. Quand ils font du partage entre deux personnes, il y a des problèmes qui font qu'ils n'ont pas le choix de revenir sur un modèle serveur. Et voilà. Mais sinon, globalement, c'est la même chose. C'est les amis. Hein. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on va pas utiliser exactement les mêmes systèmes de chiffrement. Sécurité, le Vault est chiffré globalement de la même façon. Les sécurités supérieures au-dessus, le fait de, quand tu t'identifies sur un nouveau device, on te demande un code, etc. C'est pas tout à fait les mêmes règles chez tout le monde. Et il y a des contraintes d'un côté, plus la sécurité, plus il y a de contraintes, malheureusement. Mais plus il y a de failles de sécurité, ben bref. Mais globalement, on fonctionne à peu près tous sur le même système. Pardon? Ça, c'est dangereux, ça. Parce que s'il y a un seul qui se fait hacker, on est... Oh là là, dans les détails. On a des problèmes communs à régler, et du coup, on s'associe entre eux, password manager, pour pouvoir régler ces problèmes-là. Et Google, c'est un password manager aussi, de manière beaucoup plus transparente via Chrome, mais c'est un password manager aussi. Du coup, on est associé avec eux, on travaille ensemble à développer des outils open source pour que ce soit mieux pour les users. Après, les features qui sont au-dessus, en cosmétique au-dessus, c'est là où on se différencie. Et si jamais vous êtes hacker dans l'âme, il y a des programmes de hacking de Dashlane, justement, comme pas mal d'autres endroits, comme Chrome, comme Android, etc., où on offre de l'argent si jamais on arrive à nous craquer. Donc ça, c'est des programmes qu'on fait parce qu'on n'est pas infaillible et il faut qu'on trouve des failles de sécurité, etc. Si vous regardez, il y a 2 jours, il y a eu un article qui est paru sur Hacker News disant on a craqué tous les password managers les plus connus. C'est vrai, ils ont trouvé des failles. Ils nous ont prévenus il y a l'été dernier, disant voilà, on a trouvé ça, ça, ça. On les a fixés, on les a payés. Et après, ils ont libre à eux de publier ces choses-là. C'est pas des grosses failles, mais voilà, ça permet de faire un beau titre de journal, c'est toujours cool. Et voilà, c'est des gens qui ont été payés pour ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ouais. Merci à tous.